3 septembre 2020, 35e tutoriel, tuto HTML, CSS, JavaScript, formulaire multistep, partie 2 sur 2. Donc hier on a vu la partie 1 sur 2 qui consistait à faire le HTML et le CSS. Donc aujourd'hui on va voir la partie JS. Donc pour rappel, au niveau de ta page HTML, tu avais inclus ici normalement un script type module ici, donc de la sorte. Donc tu avais un dossier et je t'avais dit donc de créer le fichier app.js mais ne pas créer le fichier des fonctions ici. Donc du coup on va attaquer, hop, on arrive ici dans app.js et la première chose qu'on va faire c'est d'écouter l'événement load de notre objet global window. Donc window.addEventListener load, ici une petite fonction fléchée, on arrive ici, hop. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer donc par supprimer dans notre page HTML cette classe noScrollBar, donc qui nous mettait un overflow hidden, qui nous empêchait du coup de scroller horizontalement et verticalement. Donc pour ce faire, document body class list, on va supprimer la classe donc qui s'appelle noScrollBar dans sa liste de classes. Donc c'est la seule classe, hein. Hop. Tac. Ensuite, ce qu'on voudrait, nous, c'est quand on arrive, hop, je vais supprimer ça, on arrive là, quand on arrive là, hop, même comme ça, ici, si je clique, tu vois qu'il y a un hash qui se rajoute avec donc civil status, donc qui est l'ID de la prochaine section. Si je clique ici, j'ai l'ID de la section d'après et ainsi de suite. Donc on voudrait que quand on arrive ici, qu'on ait déjà ce hash. Donc pour ce faire, tu viens ici, tu cibles ton objet global window, location, hash, et du coup, par défaut, on veut donc login information. Donc en faisant ça, tu vas obtenir ceci derrière, du coup, ton URL de base. Hop. Donc attention, tu ne mets pas le hash ici, hein. C'est déjà cette méthode qui va le faire pour toi. Donc maintenant, si j'arrive et que je lance du coup la page, hop, tu vois qu'automatiquement j'ai le hash login information qui se rajoute. Donc si je viens mettre par exemple ici Toto, t'arrives. Donc là il y a le live server qui me relance automatiquement la page et tu vois que Toto y est mis. Donc du coup je vais remettre login information. Et hop, tu vois qu'il se met automatiquement, ok? Donc ensuite, on va continuer. Je vais récupérer tous mes liens donc de navigation de mon élément nav. Donc form, section, links, document.body, .querySelector all. Et donc c'est des liens qui ont la classe section link. Hop là. On peut le log si tu veux. Form section links. Tac. On vient là. On ouvre ici. Et on voit la node list. Hop. Donc, mes 4 liens, dont le premier qui a la classe allowed. Donc, on a le cursor pointer. Et la classe selected. Donc, on a une police grass et la couleur gold. Les autres ont not allowed, donc avec le curseur et la police normale. Hop. Hop là. Ensuite, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire appel à notre premier module, donc que l'on va appeler, je les ai ici, normalement ils sont vides, hein. Hop, 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 ok. Donc on va faire appel à notre premier module qui va être check inputs and enable fields. Donc ici, check inputs and
enable fields. Tac. Et donc, je vais lui passer form section links. Hop. Donc, il me faut l'importer. Ici. Je vais faire import. Tac. Check enable, check inputs et enable fields. Et du coup c'est from, donc c'est dans le dossier dans le dossier functions. Donc ici functions et donc check inputs and enable fields.js. Hop, le petit point virgule. Et donc on va commencer à travailler donc dedans, dans ce fichier, donc un module pour extraire le code donc lié à la validation des inputs et donc l'activation des champs qui ont l'attribut disable dans les sections qui suivent. C'est-à-dire, pour petit rappel, ici nos champs de la première section n'ont pas d'attribut disable, ils ont juste le required là, et le pattern et compagnie. Donc je vais réduire cette section, elle ne nous intéresse pas. Par contre, civil status, ça nous intéresse. Tu regardes les autres, partout il y a des disables. Parce que je t'ai expliqué, il me semble, ou j'ai peut-être pas expliqué, si il me semble, que l'on met des disables du coup, parce que quand on clique sur le bouton submit de chaque section, du coup si on met pas le disable, ben, ça va vouloir valider ces champs là également, et du coup on va forcément avoir une erreur parce que j'ai des attributs required et que ces champs sont vides vu que la section n'est pas encore visible. Donc, hop, donc c'est pareil partout, je vais le réduire ça, je le ferme, et donc on va faire cette vérif là dans ce module. Donc, trêve de bavardage, je viens ici, je vais m'ouvrir mon module, et donc, je vais commencer déjà par faire un export default function, donc check inputs in enable field, et j'ai dit que ça prenait en argument ici section form section links, donc les liens de ma barre de navigation. Ce que je vais faire, premièrement, je vais récupérer mon form dans mon DOM, donc document.body.querySelector form. Tac. J'ai qu'un form, donc voilà, je procède ainsi, j'ai pas d'ID dessus, hein. J'ai qu'un form dans ma page. Sinon, tu procèdes plutôt en rajoutant des ID, des identifiants bien sûr, hein, si tu as plusieurs formulaires sur ta page. Ensuite, ce form, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui rajouter une écoute d'événement sur l'événement submit. Hop. Ensuite, on se fait une fonction fléchée. Hop. Et ce qu'on va faire, déjà, premièrement, c'est de prévenir le submit. Donc, le submit par défaut. Donc, on fait un event prevent default. Comme ça, le submit ne se fait pas. Ensuite, ce qu'on va faire, ici, on va se faire un console log de event pour que tu vois comment l'on va procéder. Hop. Pour faire ça, même, attends, je vais venir comme ça. Node list, app. Ah, je l'ai pas enlevé le console log. Hop. Celui-ci, on n'a plus besoin. Donc voilà. On est là. Je clique sur je passe à l'étape suivante. Boum. Donc il n'y a rien qui se passe. Hein. Par contre ici, donc on a notre log de notre submit event. Donc notre objet submit event. Il a plusieurs propriétés. Et surtout celle qui nous intéresse ici, c'est la propriété submitter. C'est en fait, dans le form, tu peux avoir plusieurs boutons submit. Et ensuite, du coup, tu sais sur lequel tu as cliqué grâce à la propriété submitter. Donc ici, on sait qu'on a cliqué sur le bouton avec l'ID Go to Civil Status Button. Nickel. Hop. Donc on va venir là. Je vais fermer ça pour l'instant. Et donc, on va pouvoir savoir donc quel est le bouton sur lequel on a cliqué grâce à cette propriété.
Donc du coup, on va le stocker dans la variable submitButton. Donc c'était event submitter. Maintenant, on va vérifier du coup si submitButton, son identifiant est égal à go to civil status section, donc le premier bouton submit ici. Hop, alors on va faire cette partie de code. Donc du coup, on va se faire une déstructuration. Hop, const. Donc ouais, attends, ce que je vais te faire avant ça, je vais te montrer un autre truc. Console.log, je vais le sortir de là. Console log form.elements. Hop. Hop, je vais le laisser là. Tac. Tac. Et donc, je viens cliquer sur le bouton submit là. Même pas. Si, faut que je le fasse. Ok. Et donc, quand je clique sur le bouton submit ici, j'obtiens une HTML Form Controls Collection. Donc, je clique. Là, j'ai tous mes champs avec un index numérique. Mais ce qui est bien ici, c'est que j'ai mes champs directement, soit via leur name, soit via leur ID. Donc moi, je vais me baser via leur ID, donc avec input. Le underscore input, je t'ai dit ma convention. Si toi, tu mets le même name et le même ID, du coup, tu n'auras qu'une seule valeur. Enfin, j'imagine, j'ai pas testé, mais j'imagine que la logique veut ça. Et donc, tac tac tac, ben on va du coup faire un destructuring avec ces valeurs-là, donc ces noms-là. Tac 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 tac. Ces noms de propriété. Et donc, qui sont tes éléments. Donc je reviens là, mon petit destructuring. Donc je vais devoir récupérer plusieurs champs. Password input, password confirmation input. Donc ça, c'est deux champs de ma section, comment dire, courante. Donc celle dans lequel figure le bouton Go to Civil avec l'ID Go to Civil Status section. Mais je vais avoir besoin également de tous les boutons, enfin pas tous les boutons, excuse-moi, tous les inputs en fait qui vont être sur la section qui suit, pour pouvoir leur retirer leur attribut disable. Donc du coup, j'ai first name input, j'ai last name input, birth date input, mâle radio input, femelle radio input. Et donc tout ça, je déstructure à partir de form. Maintenant, ce que je veux faire, c'est vérifier si le password, donc la value saisie dans password et la value saisie dans password confirmation input, est-ce qu'elles sont identiques? Donc du coup, plutôt ici, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier si elles ne sont pas identiques. Donc du coup, if password input.value n'est pas strictement égal à password confirmation input.value, alors je rentre dans ce bloc de code. Hop. Tac. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me réduire ça, moi. Hop. Je vais venir le copier. Hop, mon texte. Tac. Je réduis. Donc, sur mon input de confirmation de mot de passe, je vais lui rajouter une custom validity. Donc c'est une chaîne de caractères qui va s'afficher dans le cas où mon mot de passe de confirmation n'est pas égal à mon mot de passe, mon premier mot de passe saisi. Et du coup, ça va indiquer un petit champ, comme quand tu as oublié de saisir, une valeur, ou que la valeur saisie ne correspond pas au pattern et compagnie, ça va te saisir un message de contrainte de la même façon. Donc du coup, tu vas voir, les mots de passe ne correspondent pas, saisissez de nouveau le mot de passe de confirmation après la disparition de ce message. J'insiste sur le après parce que, en fait, quand tu fais ce genre de choses, le problème c'est que là, je le fais sur le submit, on va le voir. De toute façon, bon, on va le voir, comme ça tu comprendras. Donc ensuite, pour que ça fonctionne,
là, c'est pas suffisant. Il va falloir en fait employer également la méthode report validity. Hop. Report validity. Ok. Tac. Donc, on va s'arrêter là. On va mettre ceci. On va venir hop, au niveau de notre page. Je viens là. Et là, donc là, j'ai deux mots de passe équivalents. Quand je fais, je passe à l'étape suivante. Mince, il faudrait peut-être que... ah bah non, mais de toute façon... Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est normal, j'ai pas encore fait la suite. Mais donc, je vais enlever ce console log. Je reviens là. Donc, quand je fais, je passe à l'étape suivante, il se passe rien, normal, parce que j'ai bloqué l'event. Et surtout, ben, je procède pas à la suite du code. Mais par contre, si ici, je viens modifier le mot de passe de confirmation, donc il n'est plus égal à mot de passe ici, et que je clique sur je passe à l'étape suivante, on voit, les mots de passe ne correspondent pas, saisissez de nouveau le mot de passe après la disparition de ce message. Hop, il a disparu, je remets le bon mot de passe équivalent, et qu'est-ce qui se passe? Tu vois, de nouveau, les mots de passe ne correspondent pas. Pourtant, si je viens ici... attends, non, je sais même plus ce que j'ai mis comme mot de passe. Hop, ça se trouve là je suis en train de mettre un mot de passe vraiment différent. On va avoir ça du coup en mettant type texte. Hop. Et tu peux également, ici en supprimant directement le type, ça te mettra un type texte par défaut. Hop, tu vois. Donc ouais, c'était pas R, c'était 4. Donc là, tu vois, j'ai le même mot de passe, hein, on est d'accord. Je clique sur je passe à l'étape suivante, et boum, les mots de passe ne correspondent pas. Non, 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 non. Donc là, tu te dis, mais c'est quoi ce délire? J'ai le même mot de passe, quoi. Pourquoi il me bloque? Ben ouais, malheureusement, du fait que tu mettes ça sur un submit, en fait, le problème, c'est qu'il ne va plus passer... Oh, pourquoi j'ai gardé ça, d'ailleurs? Hop. Bon, attends. Je vais réduire ça. Donc, si je me mets, par exemple, maintenant, je vais me mettre un... ici, même ici, console.log. Coucou, je suis un témoin. Donc, on va se mettre ce console log, ok? Hop, je vais le laisser comme ça. Je reviens là. Donc là, je recharge la page. Je viens là. Je modifie le mot de passe une première fois. Tac. Ce n'est pas le même. Je prends le message et on voit le coucou, je suis un témoin, ok? Je viens dans éléments. Je modifie ici, je mets texte. Je vais modifier également ici, je mets texte. Ok. Je remets le mot de passe tel qu'il devrait être. Je reclique sur je passe à l'étape suivante. On voit de nouveau les mots de passe ne correspondent pas. Et tu vois que on n'a pas eu de nouveau un console log ici. Je peux effacer, je reclique. Tu vois, il ne se passe rien. Ben là du coup, on ne rentre pas, hop, on ne rentre pas ici en fait, de nouveau dans l'event submit en fait n'est plus trigger. À cause du coup de ce set custom validity là. À cause de ça, on ne rentre plus maintenant dans l'event submit n'est plus trigger, on voit plus le console log, tout ce code ne se fait plus. Donc t'as beau faire après un else et retirer en fait, parce que dans la doc ils disent après sinon faut mettre une chaîne vide pour annuler. Ok, pas de souci. Mais sur un submit ça va pas être possible parce que du coup le submit ne sera plus trigger. Ce qu'il y a dans la doc en fait c'est possible pour tout événement qui est différent d'un submit, c'est-à-dire je sais pas moi sur un blur, sur un input, enfin sur un event type input et compagnie, mais pas sur un submit. Donc là il va falloir ruser un petit peu. Et du coup je vais me retirer le console log ici. On va ruser un petit peu. Et pour ce faire, donc attends, ouais, d'abord je vais faire ça et après je rajouterai un petit bonus. Donc déjà ça c'est du bonus, hein, parce que d'autres personnes en fait t'auraient montré
t'aurait montré différemment, donc ils auraient pas utilisé cette custom validity, ils auraient peut-être affiché, créé un pseudo-élément qui t'afficherait un message dessous, ou qu'ils auraient créé un genre de span qui s'afficherait sous le champ. Enfin, j'ai vu beaucoup de choses différentes, mais pour moi, celle-ci est la plus propre. Parce qu'au moins, ça reste dans le contexte des contraintes HTML. Et donc, pour remédier à cela, moi, perso, ce que je fais sur un event submit, je vais mettre un set timeout. Hop, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de... C'est pas du camel case, le timeout. Et du coup, ici, je vais faire une fonction fléchée. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre ceci. Hop. Et par contre, je vais lui mettre une chaîne vide, comme dans la doc. Ici. Et donc, il faut toujours report validity juste après, sinon il n'y aura pas de... il n'y aura pas de conséquences. Et du coup, je vais lui dire, après 5 secondes, s'il te plaît, eh bien, tu m'effaces ceci. Et juste après, ici, je vais faire un return, parce qu'après on aura du code, donc c'est pour éviter, donc, on fait un early return pour pas que la suite du code se déroule. Et donc, grâce à ça, tu vas voir qu'on va pouvoir, de nouveau, valider, donc, notre submit là, enfin on va pouvoir faire un submit de nouveau. Donc je vais venir direct mettre en type texte un type texte ici. Hop. Donc je viens ici modifier, on est d'accord. Je passe à l'étape suivante. Les mots de passe ne correspondent pas. Saisissez de nouveau le message de confirmation après la disparition, blablabla. Donc il a disparu. Ok. Je remets le 4. Je passe à l'étape suivante. Et là, ben bien sûr, je m'attendais à avoir état civil, mais je ne l'ai pas encore codé. Mais qu'est-ce qui se passe? Regarde, je n'ai plus le message qui me bloquait. Parce que là, suite à cela, 5 secondes après, on a reset la chose. Donc du coup, on peut de nouveau submit. Donc, nickel chrome. Maintenant, je vais te rajouter un petit bonus. Je l'ai rajouté là, il y a 10 minutes de ça, juste avant le tuto. Je me suis dit que ça serait sympa. Donc je sais pas si tu as vu mon tout premier tutoriel de la chaîne, mais j'avais utilisé Speech Synthesis. Donc là, ici, on va l'utiliser. Bon, pas de manière aussi poussée que je l'ai fait, dans mon premier tuto, mais on va l'utiliser. Et donc, comment utiliser ça? Je vais le faire à ce niveau-là. Hop. On va tout d'abord vérifier si dans l'objet global window speech synthesis existe. Si c'est le cas, on va appeler une fonction qu'on va appeler tell_error. Et on va lui passer ici en argument une string, donc les mots de passe ne correspondent pas. On va venir créer cette fonction ici, fonction tell_error, et on a dit qu'en paramètre, ça prenait donc une string, donc du texte. Et donc, hop, je descends. On va créer, donc là on sait qu'on a speech synthesis, hein, si on fait si cette fonction est appelée, on sait qu'on a speech synthesis. Donc ici, je vais me créer une variable speech synthesis utérance, qui est donc une nouvelle instance de speech, speech synthesis utérance. Hop là. Ensuite, speech synthesis, donc cet objet, le rate, je vais le mettre à 1. Le texte, ça va être le texte que j'ai passé en argument. Et speech synthesis volume, on va le mettre à fond, donc 1. Maintenant, je fais appel à l'objet global window, à speech synthesis et à sa méthode speak. Et là, je lui passe mon speech synthesis utérance. Hop, nickel.
Tac. Donc là, voilà, si tu veux plus d'informations, j'ai fait un tuto assez poussé, donc c'était mon tout premier tuto, qui est vraiment pas mal. Mais en plus, sur ce tuto, le problème, c'est que quand j'ai enregistré mon logiciel là d'enregistrement, là, donc OBS, j'avais mal paramétré la config, et à chaque fois que je faisais un espace, en fait, ça me faisait un stop ou un pause, je sais plus. Et du coup, la vidéo est un peu saccadée. C'est dommage pour une première vidéo. Mais sinon, le contenu est très intéressant. C'est pour ça que je l'avais fait comme toute première vidéo. Bref, trêve de pub. Donc on revient ici. Donc on sait que si on a une erreur et que on a Speech Synthesis dans notre navigateur, donc en gros tu l'as partout sauf dans Internet Explorer, ou peut-être après des petits navigateurs méconnus, mais les gros navigateurs il est partout. Donc on appellera telle erreur qui nous fera, donc je te le dis, mais en gros il y a une loi qui devrait nous dire les mots de passe ne correspondent pas. Donc on va vérifier ça. Ah c'est chiant ça. Hop. Donc je viens là, je modifie le mot de passe, je passe à l'étape suivante. Les mots de passe ne correspondent pas. Je sais pas si on entend, je vais augmenter le son. Les mots de passe ne correspondent pas. Les mots de passe ne correspondent pas. Hop là, je baisse le son de nouveau. Donc voilà, on voit que à chaque fois, on a le message et les mots de passe ne correspondent pas. Mais à partir du moment que je vais mettre le même mot de passe, il n'y a plus le message ni la voix. Donc on est content, c'est nickel chrome. Donc voilà, on a fait ceci. Donc là, c'est dans le cas où les mots de passe ne correspondent pas. Maintenant, on va se réduire ça. Et on va continuer donc notre code. Donc ensuite, j'ai mes différents inputs là qui sont pas encore utilisés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tableau avec ces inputs. Donc first name input, last name input, birthday input, male radio input et enfin female radio input. Je vais boucler sur ceci. Donc ici, je vais les appeler tout simplement input. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que... Attends. Donc, input, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer tout simplement leur attribut disable. Hop. Remove attribute disable. Donc là, je vais boucler sur chacun de mes champs. Et grâce à la méthode remove attribute, je vais retirer leur attribut disable. Donc du coup, ils seront de nouveau actifs. Donc là, on est OK pour ça. Je vais continuer maintenant sur mes autres submit buttons. Donc ici, je vais faire else if submit button.id est égal à go to validation button. Donc ici, go to validation button, c'est le submit de la troisième section. Je fais pas le submit de la deuxième section parce que dans ma troisième section, en fait, c'est l'image de profil et je n'ai pas mis d'attribut disable ni required parce que c'est pas un champ qui est c'est pas un champ obligatoire quoi. J'ai un avatar par défaut et j'oblige pas la personne à mettre un avatar. Donc j'ai pas besoin de traiter la condition de quand je clique le bouton de la deuxième section. Donc là, je passe au bouton de la troisième section. Et du coup, je vais faire pareil un destructuring. Donc c'est registration, validation, checkbox, input. Donc c'est l'ID de ma checkbox de validation. Donc qui est contenu dans mon form. Et du coup, je fais registration, validation, checkbox, input, remove attribute, excuse-moi, disable. Donc pareil, on fait la même chose. Sauf que bien sûr, on n'a pas ceci à faire là, tout le traitement avec le if et compagnie là. Et enfin,
else if. Donc là, je peux pas mettre un else parce que du coup, si je mets un else, il va me prendre en compte également le submit button donc de la section 2. Donc ici, je remets un else if. Je vais pas mettre de else. Mais le mieux encore, ça aurait été à la rigueur de faire un switch. Et en fait, ce qui est contenu là-dedans, en fait, le mettre dans une fonction. Et comme ça, dans le switch, tu aurais eu case, id égale truc, fait cette fonction. Donc voilà. Après, pour la lisibilité, ça aurait peut-être été plus sympa d'avoir un switch avec des fonctions. Et les fonctions, on les aurait déclarées dessous là. Donc après, voilà, hein, je donne un exemple de tutoriel. Toi, tu l'adaptes à ta sauce pour le rendre meilleur ou le rendre qu'il soit adapté à ta façon de travailler. Dans tous les cas, moi je te donne quelque chose de fonctionnel, t'en fais ce que tu veux ensuite. Et donc, submit button.id quand l'id est validation button. Hop. Ici, on va se faire un form submit. On va utiliser la méthode submit qui va nous permettre cette fois-ci de vraiment soumettre le formulaire. Et on va return ici. Pourquoi on va return? Parce que pour l'instant, si on vient... Ah, ça c'est agaçant. Donc, si on vient et que là... Donc là, tous les champs sont bons, hein, ils respectent. Par exemple, si je mets juste C ici, que je passe à l'étape suivante, il nous dit que le username doit faire au moins 6 caractères. Donc ok, je remets. Si ici, je supprime ça, il nous dit que l'email n'est pas correct. Ok, je le remets. Et donc si je fais ça... Attends, j'aurais dû le copier. C'est pas grave. Donc là, il me dit veuillez renseigner ce champ. Si je fais ça, il me dit veuillez renseigner ce champ. Donc je vais renseigner. Et là, tu vois, il me met le pattern. Pour des raisons de sécurité, votre mot de passe doit faire nanana. Ok. Donc, je vais le remettre. Charles-Henri 974. Hop. Charles-Henri 974. Tac. Et là, tu vois, donc j'ai pas d'erreur. Mais par contre, on passe pas à la... On ne passe pas à l'étape suivante, là. Donc il nous reste encore à faire ceci. Donc pour faire ceci, du coup, c'est après le else if, on va se créer un nouveau module. Donc qui va s'appeler display next section and color link. On va lui passer ici en argument le submit button ainsi que les form section links. Ok, hop là. On va venir donc ici importer, avant le export ici, on va importer le module en question dont on a besoin. Donc c'était hop, celui-ci. Tac. From. Et donc là, on est déjà dans le dossier fonction. Donc du coup, je vais directement chercher. C'était color. Enfin, display next section and color link.js. Voilà. Donc là, on est bon. Je regarde mon fichier si j'ai rien oublié. On est OK. Ce fichier, on ne reviendra plus dedans. Hop. Donc je m'ouvre l'autre. Et maintenant, on va travailler donc dans le module display next section and color link. Donc je vais me copier tout ça. Hop. On vient là. Donc export default function et je viens me coller ceci. Hop là. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que quand en fait on a cliqué donc sur display, sur passer à l'étape suivante, on va vouloir dans l'URL mettre le hash de la section en question. Et donc déjà on va se faire un console log de submit button. Ok. On vient là. Je passe à l'étape suivante.
on voit notre log. Et ce qui va nous intéresser ici, en fait, c'est le data hash. C'est-à-dire l'ID de la section suivante. Donc, de la section... quand l'on clique sur le bouton Submit, la section vers laquelle on va aller. Donc c'est Civil Status. Donc ça, ici, quand on clique, on est encore à Login Information ici, ok? Nous, on voudrait du coup quand on clique, on aille à Civil Status. Donc du coup, on va tout simplement ici dire window.location.h égale submitButton.dataset.h. Tout simplement. Donc en fait, ce qui est contenu dans le data attribute data hash, eh bien, on va le mettre en tant que hash dans notre URL. Voilà. Et donc du coup, je viens cliquer là, et boum, civil status est en hash. Parfait. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va vouloir récupérer la section courante. Donc la section d'où l'on vient. Enfin, d'où l'on est là actuellement. Donc on va faire const current form section égale submitButton.parent element. Parce que l'élément parent de notre bouton, c'est bien la section. On peut se log ceci. Ça sera plus clair peut-être. Hop. Je viens là. Je clique, et boum, on est bien dans la section Login Information. Nickel. Hop, tac. Ensuite, ce qu'on a besoin, c'est de savoir quelle est la prochaine section. Donc, next form section. Ça va être égal à quoi? Ça va être égal à current form section point next element sibling. Je me fais un petit log. Je viens là. Hop. Donc je clique sur Submit. Et boum, qu'est-ce que j'obtiens? La section suivante, donc avec l'ID Civil Status. Hop, qui est là, avec le H ici. Parfait. Donc pour l'instant, la classe hidden, ok? Donc elle n'est pas visible. Hop. Tac. Donc qu'est-ce qu'on va vouloir faire là? On va vouloir que la section courante, on la cache. Donc class list.add, on va lui rajouter notre classe hidden qui pour rappel appliquer un display none. Et on va vouloir que la prochaine section, class list, qu'on lui supprime justement cette classe hidden. Donc je supprime, je viens là, je clique sur je passe à l'étape suivante, attention, boum, état civil, nickel, on affiche, là d'ailleurs, il y a un margin que j'ai pas mis, il faudrait que je gère ça, on va gérer ça, hop, app, donc c'est section button. Et c'est que pour... je cible à un moment, voilà. Field set, quand c'est gender. Donc je vais lui mettre un margin bottom de 2 rem. Voilà. Comme ça, ça nous met peut-être 1.5. Voilà. Donc ça c'est réglé, ça m'embêtait. Donc je reviens là. Donc c'est bien, on est sur état civil, hein. Ça fonctionne, c'est nickel. Donc je reviens, je me remets à 0. On est là, je passe à l'étape suivante. On voit état civil, la précédente section a été masquée. Par contre, tu peux voir qu'ici, donc là c'est mis à jour. Là c'est mis à jour, mais là c'est pas mis à jour. On est toujours sur information de connexion d'après l'onglet. Alors que c'est pas le cas, et là on peut pas cliquer. Donc là il y a un problème. Donc, du coup, il faut qu'on s'occupe de ça. Hop, on vient là. Et donc, souviens-toi, ici, on a passé Form Section Links.
Donc du coup, on va pouvoir boucler dessus. Form section links.forEach. Donc ici, form section link, donc sans le S. Bloc de code. Hop. On va faire pour chaque form section link, vu qu'on itère dessus là, on va faire un class list.remove et on va supprimer la classe selected. Donc du coup, plus aucun lien ne va avoir de coloration jaune. Je clique, je passe à l'étape suivante, et boum, plus rien n'a la coloration jaune et la police grasse. Par contre, nous, on voudrait que le 2, lui, il l'ait. Donc comment on va procéder? On va se mettre une condition, if form section link.dataset.target, parce que, si tu te souviens, sur chaque lien, on avait également mis un data attribute qui ici s'appelle data target, qui prenait du coup l'ID de la section en question, quoi. Donc ici tu as le link pour civil status, et du coup ça prenait l'ID de civil status, ok. Donc si le dataset, donc le data attribute target, data target est égal à next form section.id. Donc d'ailleurs, comment je peux m'appeler ça? Ouais, non, c'est bon. Donc si c'est équivalent, alors qu'est-ce qu'on va faire? Hop, je vais sauter une ligne. Tac, je viens là. On va supprimer. On va d'abord ajouter la classe selected à notre lien, vu que c'est le lien en question, c'est la section en question, et on va lui supprimer form section link.classlist.remove sa classe not allowed, c'est-à-dire que le curseur va donc attends, je vais mettre plutôt replace alors. Replace, donc ouais, tu me dis pas ce qu'il fait. Donc normalement replace, on met l'ancien et on met le nouveau. Donc alors, search value et replace value, ok. Donc on va lui mettre allowed. Ça sera plus logique. Bien que le lien par définition il a une petite main, un curseur pointer de base. Mais on va se faire ça ainsi, comme ça ce sera plus logique avec les classes qu'on a créées. Et donc là maintenant, on revient, je passe à l'étape suivante, boum. Qu'est-ce qui se passe? Ici, je n'ai plus le lien coloré, et ici, par contre, état civil est coloré. Et je n'ai plus le curseur not allowed. Par contre, ici, je les ai toujours. Parfait, ça c'est nickel. Je clique ici. Oh, et là, j'ai un problème. J'ai un problème de CSS aussi, qui n'a pas été géré correctement, du coup, il faudra qu'on revienne dessus. On va y aller parce que là on en a fini avec ce module là, on est ok, on a nos liens du coup qui s'affichent correctement, là on le voit ici derrière l'image, nos liens s'affichent correctement, c'est nickel. Hop, je ferme ici, et donc ensuite il faudrait que je gère ça d'abord. Donc là, pourquoi il me l'affiche en grand comme ça, lui? Je vais revenir voir mon CSS. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Donc c'est au niveau de figure. Section. Attends, j'ai pas mis de... La blague. Aucunement, nulle part là, je mets de CSS par rapport à la figure. Donc j'ai complètement zappé ça. Je cherche mon CSS. Je l'ai mis où? Donc, figure.
Ok, j'ai complètement zappé de faire le CSS de la partie... dans la première partie, j'ai complètement zappé de faire le CSS de la troisième section. Je suis désolé. Donc on va se faire ça. Donc on va se le mettre à la fin, histoire de pas... être perdu. On va venir à la fin du CSS, c'est pas grave. Donc, je devais cibler donc le label... Bah attends, mais... Ouais, du coup, je vois pas le bouton, là. Hop. Si je viens sélectionner ça et que je supprime cet élément. Oui, voilà. Là, il est pas, le bouton là n'est pas stylisé. Ok, voilà, j'ai complètement zappé de faire le CSS de cette partie. Bon bah, je suis désolé, on va le faire là. Ça va nous faire perdre un peu de temps. Hop. Attends, reviens là, s'il te plaît. Alors, tac. Donc voilà. Donc on va cibler le label ici de notre bouton file, qui est lié techniquement à lui. Donc c'est pour label for profile picture input. Hop. Donc cursor pointer background. Bah tu sais quoi, je vais copier un. C'est pas, cette partie-là n'est pas censée être liée à du CSS. Donc le background, je rajoute de l'ampleur. J'arrondis le coin, je lui donne une width. D'ailleurs, je vais lui mettre 300 plutôt. Hein. Comme ça, il aura la même taille. Et margin 0 auto. Ensuite, je vais venir copier, ça ira plus vite. Tac, tac. Donc là, je cible mon élément figure. Que ce soit donc celui que je vais créer dans le JS ou le default avatar. Donc je lui donne une position relative, une bordure et un petit padding. Hop. Je viens ici, tac. Donc ça, je leur donne une max width de 200 pixels pour l'image upload et 150 pixels pour le clown là qui se mettait en gros. Ensuite, hop, je vais copier ça, tac. Donc, pour l'image qui sera contenue dans notre élément figure, il prendra 100% de la taille de son parent, de l'élément figure, et sa hauteur sera donc automatique par rapport à sa largeur. Donc histoire de pas trop déformer l'image. Enfin, de pas la déformer. Ensuite, le fig caption, donc le message de légende qui s'affichera sous l'image. On lui met un background color RGBA, donc une transparence de 0,5 en noir. Une fonte en italique, donc ça sera écrit en italique, et de 1.2 REM. Et enfin, on termine avec le CSS du bouton, donc le bouton de suppression qui sera positionné en absolute par rapport à notre figure, donc il sera positionné à 1 REM du top, 1 REM de la droite, il sera carré, 2.5 sur 2.5. Outline on, pas de bordure pas de bordure et pas de bordure autour quand on clique dessus. Arrondi et cursor pointer et donc en rouge. Ok. Donc là on a réglé ça. Donc j'actualise, je reviens là et paf, on obtient bien notre clown qui est cette fois-ci bien contenu dans son élément figure. Pas de souci. Et donc, dernière étape, tac, on voit que tout fonctionne correctement. Je n'ai plus mes curseurs not allowed. Et pour l'instant, ici, on ne gère pas le clic directement dans notre barre de navigation. On voit qu'ici, le H s'affiche. Alors que on ne va pas sur les sections en question. Donc, c'est maintenant qu'on va remédier à ceci. Donc, je reviens dans mon fichier app. Hop. Je reviens dans mon fichier app. Et je vais boucler sur mes form section links. For each form section link. Hop. Et là, je vais faire form section link. .add event listener. Clic. Donc une écoute sur l'event de petit clic. Je prends l'event ici. Et je vais appeler un module que je vais appeler
color selected link and display relative section. C'est-à-dire que quand je clique sur le lien, je le colore et j'affiche la section qui est liée à ce lien. Et donc, je lui passe l'event ici, ainsi que form section links. Hop. Voilà. Tac. Et donc, maintenant, on va donc hop, aller se créer ce module. Donc c'est dans Color Select Link and Display. Donc ici Export Default Function. Je viens coller ça et j'ouvre ici. Par contre dans app, il va me falloir l'importer. Hop, donc je viens là-haut. Import Color Selected Link and Display, blablabla. Donc from Functions. Et c'est donc celui-ci, .js. Hop. Voilà, donc on l'importe ici pour pouvoir l'utiliser ici. Et maintenant, il va falloir créer la logique dans ce module. Hop là. Donc, je viens là. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que on va déjà commencer par récupérer. Donc, on va faire un destructuring ici. On va avoir besoin de la current target de notre event. Donc du coup, je vais stocker la current target dans cette variable. Donc selected link, c'est notre current target. Si le lien qui a été cliqué a une classe, donc dans sa class list, a une classe not allowed, alors on va prévenir l'event. Event prevent default. C'est-à-dire que si il a la classe not allowed, ben, on n'est pas censé faire quoi que ce soit avec ce lien. Vu qu'on n'est pas permis. Donc du coup, event prevent default et on return, histoire de ne pas faire la suite du code. Ensuite, on va boucler ici sur form section links. For each form section link. Et on va donc au choix, soit on se fait une ternaire, soit on se fait un if else. On va se faire un if else. Donc si form section link est égal à selected link, donc le lien qui a été cliqué, alors form section link class list add selected. On va lui rajouter la classe selected. Sinon, else, on va tout simplement lui remove. Hop. Si ce n'est pas le lien sélectionné, on supprime la classe. Merde, ce que je fais. Excuse-moi. Selected. Donc si le lien en question est le lien qui a été cliqué, on lui ajoute la classe selected qui va nous rajouter la police grass ainsi que la couleur gold. Si ce n'est pas le cas, on va tout simplement supprimer cette classe. Donc là, on est OK. Et maintenant, ce qu'il nous faut faire, c'est qu'il faut afficher la section en question. Donc du coup, je vais faire const relative form section id égale selected link point dataset target. On récupère la valeur du data attribute data target. Tu peux ici faire un console log si tu as un peu de mal à suivre. Hop. De toute façon, quand tu as du mal à comprendre quelque chose, tu te mets des logs un peu partout, ça te permet de mieux piger la chose. Donc je viens là, console, je clique sur état civil. Là, ben, c'est normal,
C'est normal, parce qu'on return, on prévient l'event, justement, et on return, donc il ne se passe rien. Par contre, ici, si je fais je passe à l'étape suivante, donc ici, je peux cliquer là, et je peux cliquer là. Donc là, je clique là, et là, tu vois que l'ID en question de la section est login information. Ok, parce que j'ai cliqué ici sur information de connexion. Si je clique là, on voit civil status. Ok, tu comprends? Maintenant, du coup, j'enlève ce log. Tac. Et je vais récupérer l'ensemble de mes sections. Donc form sections égale document.body.querySelectorAll section. Je récupère toutes mes sections. Form. Attends, je vais même faire form section. Hop. Donc form sections. Tac. For each. Ça fait beaucoup de for each, hein. On pourrait faire des for off et tout pour alterner, mais bon, là, moi je reste sur les for each, j'aime bien. Donc, form section, sans S, bloc de code, et pareil, un if else. Donc, hop, if form section.id est égal à relative form section id ici, celui-là. Alors, form section.classList.remove hidden, c'est-à-dire qu'on va l'afficher. On va lui supprimer sa classe hidden, donc il n'aura plus de display none, donc il sera visible. En revanche, si ce n'est pas le cas, form section.classList.add hidden. Si ce n'est pas le lien cliqué ne correspond pas, enfin l'identifiant, le data target ne correspond pas à la section en cours, ou les autres sections, tout simplement, cela on boucle sur toutes les sections, eh bien on va leur rajouter la classe hidden. Bien sûr, ça rajoute si la classe hidden n'est pas déjà présente, tu vas pas avoir de duplication de classe. C'est comme remove, ça supprime si la classe est présente, ça va pas te causer d'erreur, il n'y a pas de souci. Hein. Donc voilà, on en a fini normalement avec ce module. Donc hop, on va voir si ça fonctionne. Donc là, bien sûr, tu rentres ici, parce qu'on a la classe NotAllowed, donc on fait un event prevent default et on return. Donc il ne se passe rien, tu vois bien, le hash ne change pas ici. Là, je fais ça, bien sûr, le hash change, parce que on était sur l'autre module. Et là, si je fais ça, boum, tu vois que le hash change bien quand je clique ici. Et tu vois que ma section en question est bien la section qui correspond à ce link. Si je viens là, le hash change et tu vois que la section correspond à celui-ci. Et ainsi de suite. Nickel chrome. Donc si je veux aller là, je fais ça. Tac, 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 tac. Nickel. Donc là, c'est parfaitement fonctionnel. On en a fini avec ce module. Hop, il nous reste encore à gérer le module lié. Donc on va se créer un module. Et donc il nous reste à gérer l'upload de fichiers. Donc document.body.querySelector. On va récupérer donc notre input de type file. Hop. Et on va lui ajouter une écoute sur l'event change. On va faire un destructuring pour récupérer la current target. Et donc, ici, on va faire un appel à un module check file and display if valid and display image if valid. Et on lui passe notre current target. Ok, donc là on va devoir créer donc ce module. Donc j'ai déjà le fichier ici. Hop, donc check file and display image if valid. Donc je viens là,
export default function. Hop là. Et donc il me reste bien sûr à l'importer. Je copie le nom de la fonction. Je viens là, import. Je colle le nom de la fonction, from functions. Et donc check file and display image if valid.js. Hop là. Donc maintenant, on en a fini avec notre fichier app.js. Et on va aller travailler dans ce module check file and display image if valid. Hop, je viens là. Moi, je vais me placer le fichier en question. Hop là. Alors, déjà, premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer mon image, enfin, mon élément qui contient mon image par défaut. Donc, default avatar égale document.body.querySelector figure id égale default avatar. Et pour l'instant, on va s'arrêter là. Et on va se faire un petit console log de ceci. Hop là. Donc, je viens là. Et qu'est-ce que j'obtiens dans ma console? J'obtiens figure id default avatar. Je vois un élément image dedans, avec mon image de clown, mon fig caption, et voilà. Mais moi, ce que j'aimerais bien ici, c'est récupérer justement l'ensemble de ces balises là sous format texte. Et donc, tu as une propriété qui te permet de ça, de faire ça. C'est outer HTML. Maintenant, si je reviens là et que je regarde ma console, on voit, paf, que j'ai mes éléments sous forme de string. Et ça, c'est génial. Tu vas comprendre par la suite pourquoi je fais ça. Donc je le fais en dehors de la fonction parce que je veux le récupérer une fois pour toutes. Je veux pas le récupérer, faire à chaque fois le outer HTML à chaque fois que mon fichier change. Je le fais une fois, c'est tout. Parce que si le gars s'amuse à... Ouais, quoique, après, on va le mettre dedans. Donc si t'avais vraiment beaucoup de changements, le gars s'amusait à changer à chaque fois, ça pomperait de la ressource. Mais là, on va partir du principe que c'est pas le cas. Donc on va se le mettre ici. Hop. Donc on se default avatar, on se le met là. Hop. Je vais me commenter ceci. Et donc ici, je vais me créer une regex. Donc const file extension regex égale. Donc on ouvre ici pour regex. On va se mettre le drapeau insensitive. Et on va taper notre regex entre ces deux slash. Ou anti-slash. Je fais toujours l'erreur. Enfin, je sais plus. Bref. Donc ici, on va échapper le point. Parce que le point, dans une regex, ça veut dire tous les caractères. Donc là, nous, on veut vraiment le point. Donc, point. Et ici, on fait un groupe capturant. Et on veut donc JPEG comme fichier. Mais on veut également, sinon, JPEG. Donc au lieu de faire ou JPG ici, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se dire que le E, il est facultatif. Donc il peut être là, donc 0 ou une fois. Donc avec le point d'interrogation. Et ici, du coup, donc on va avoir JPEG, JPG, et enfin, on veut également les fichiers PNG. Et là, je mets le $, ça signifie qu'en fait, il va chercher uniquement à la fin. Ceci il va le chercher uniquement à la fin. Donc, ce qu'on va faire à la rigueur, on va se tester ça pour vérifier quand même. Hop, sur regex 101, tac. Je sais que c'est connerie, j'accepte si tu veux. Hop, je me la mets là. Donc, drapeau insensitive, ok. Et je vais mettre trojan.php.png.
Donc là, on a un match. Ici. Du coup, ici, on n'a pas de match. Hein. Ici, on a un match. Donc, c'est vraiment que à la fin. Donc là, je fais une petite dédicace à Benoît, s'il voit cette vidéo. Donc voilà, on va vraiment sélectionner l'extension à la fin, et non pas si ça contient PNG dedans, .png. Hein. On vérifie vraiment à la fin. Donc c'était histoire de m'assurer quand même que je dise pas de bêtises. Tac. Et donc... tac, tac, tac. Donc on va faire ensuite, on va regarder ce qu'on a dans notre file input là, donc console log. D'ailleurs, attends. Current target. Je vais l'appeler plutôt. File upload input. Parce qu'il est question de notre file upload input. Parce que là, current target, ça nous parle pas trop là, si on le met ainsi ici. Donc on le renomme en file upload input. Et donc là, on va voir ce qu'on a dans file upload input dans ces files. Donc dans sa liste de files. On vient là. Tac. Tac, tac. Et on a mis donc un event si il y a un changement donc par rapport à l'input type file. Donc je vais sélectionner une image. Je prends Node.js. Et on voit donc j'ai console log files. On voit, vu que j'ai pas d'attributs multiples sur mon input type file, je vais avoir une seule entrée dedans. Donc ici, j'ai mon file qui est ainsi avec ses propriétés. On voit qu'il y a également le type. Donc à la rigueur, toujours pour faire plaisir à Benoît, on va vérifier également avec le type mime ici qui est proposé donc dans les propriétés type. C'est un petit rajout que je vais faire. Je ne l'ai pas prévu de base. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, on voit qu'on a, vu qu'on ne met pas d'attributs multiples, on n'a qu'une seule entrée. Donc ce qu'on va se faire, nous, c'est un destructuring de la sorte. Donc ici, on va faire ça. On va faire const file, vu qu'on n'a qu'une seule entrée, égale file upload inputs, enfin input.files. Donc ici, dans file, on a bien notre objet file. Donc là, donc on peut se le log, hein, si tu veux. Console log file. On vient là. Tac, 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 tac. Et on a directement accès à file. Et nous, on a dit qu'on va vouloir toucher à file type. Et moi, ce que je fais, c'est que je touche également à file name et à file size. Comme ça, on fera les trois propriétés ici. Tac. Et donc, ce qu'on va faire, déjà, il arrive que quand l'utilisateur ouvre donc la boîte de dialogue, là, qu'après, il clique en dehors, ou qu'il fasse annuler, ou enfin, je me rappelle plus, mais que du coup, ça te mette comme quoi il n'y a pas de file. Et du coup, ça pourrait nous générer une erreur ici. Donc, on va faire tout simplement, s'il n'y a pas de file, on rentrera dans cette condition. Ou que file extension regex, sa méthode test renvoie false quand on teste le name de notre file. C'est-à-dire que si le name de notre file ne se termine pas par .jpeg, par .jpg ou par .png, alors on rentrera dans cette condition. Parce que là, pour rappel... Ah mince. Ah oui, du coup, j'ai pas encore fini ma condition. Bref, on verra après. Ou que file.type... comment on va se faire ça? Toc toc toc. File.type... on pourrait se faire un tableau JPG, JPEG, PNG, point includes, file type. Donc si
ça n'inclut pas... Bon, attends, plutôt égal false. Ça retourne bien un booléen, ça includes, hein. Hop. Merde. Je me souviens plus si ça retourne un... Oui, normalement, ça retourne un booléen. Includes MDN. Voilà, si c'est le cas, false sinon. Ok. Pas de souci. Donc, si quand on teste ce tableau-là, qu'on demande si ça inclut le type... Ah ouais, mais attends, non. Ah, c'est que je peux pas faire comme ça. C'est que le type, lui, met image... Pitié. C'est que ça me met un truc du genre. Après, bah, ça sera vérifié parce que là, pour image PNG, normalement, c'est ça le mime type. Attends, on va aller check au pire si je trouve ça rapidement. Type mime image MDN. Ok, nickel. Donc, image. Donc, on a GIF, JPEG. Ok, il n'y a pas PNG. Enfin, il n'y a pas JPG, quoi. Donc, c'est JPEG. Parfait, nickel. J'aime bien quand on trouve rapidement, comme ça, dès le premier coup. Donc, bon, ça sera qu'un tableau à deux valeurs, pour le coup, là. Donc, si il n'inclut pas, donc on rentrera dans cette condition, ok? Et enfin, on va vérifier pour la taille... Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Pour la taille également. Donc si file size est supérieur ou égal à 209 071,52 octets, enfin bytes, ouais c'est pareil, alors on rentre dans cette condition. Ok. Donc là on teste quatre choses. Si il n'y a pas de file, donc un undefined ou null, je sais plus ce que ça retourne. Si ma regex par rapport au file name, qu'elle me retourne en gros un nom qui ne finit pas par cette extension là, donc .jpg, .jpeg ou .png, ou que le type mime n'est pas équivalent à image jpeg ou image png, donc égal false ici, donc on fait un includes, ou que la taille du fichier est supérieure à cette valeur, alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va du coup faire un file upload input, sa value, on va la remettre à 0, on va le vider, et on va balancer une alerte. Veuillez upload une image dont l'extension est JPEG, JPG ou PNG, et dont le poids est inférieur à 2 MO. Voilà. Et donc on return parce qu'on ne veut pas exécuter la suite du code. Et donc ici, pour l'instant on va rester ainsi, non on va faire ainsi. Et donc ici display file, file input imload, enfin file upload input, excuse, je commence à fatiguer. Donc ça va être une fonction qu'on va créer juste en dessous qui va nous permettre d'afficher donc du coup notre image. Donc je vais déjà la déclarer, mais avant ça on va tester le cas de figure où l'image ne convient pas. Donc file et file upload input. Donc ça, cette fonction nous permettra donc d'afficher l'image que l'utilisateur a upload. Donc là ce que je vais faire, moi sur le côté, je vais me rajouter des fichiers qui ne correspondent pas aux conditions. Donc attends, je suis où? Tac, je vais aller dans images. Je vais me créer un fichier texte par exemple. Fichier texte.
Et je vais également aller me chercher une image quelque part. Qui dépasse largement les 2 MO. Donc je vais aller chercher ça et me le mettre donc bureau. Et lui, je vais l'appeler Big Image. Ok. Donc là, normalement, dans Image, voilà. J'ai mis un fichier texte et un fichier Big Image qui est largement supérieur à cette valeur-là. Ok. Donc, on va venir au niveau de notre page. Hop, ici, je ferme ça. On passe ici, et là, je sélectionne une photo de profil. Pourquoi il me l'actualise pas? Donc, PNG Image en plus. Pourquoi il me sélectionne uniquement PNG Image? Je me suis foiré sur le Accept, là. Je me suis foiré sur le Accept. Dans Profile Picture, ici. Input type file. Ah, c'est que j'ai mis un S à image. Attention, c'est image sans S ici. Hein. Voilà pourquoi j'ai eu juste les images PNG de proposer. Donc je reviens là, sélectionne une photo de profil, et voilà. Donc là, tu vois, mon attribut accept que j'ai mis dans le HTML, ici, va m'afficher en fait que les fichiers dont j'ai spécifié le accept. Donc les images qui ont un type mime image JPEG ou un type mime image PNG. Ok. Donc du coup, ici, j'ai un fichier JPG, donc de 5,29 MO. Je vais commencer par celui-ci. Je fais ouvrir. Et là, tu vois l'alerte. Veuillez upload une image dont l'extension est JPEG, JPG ou PNG et dont le poids est inférieur à 2 MO. Et hop, il ne se passe rien. Donc là, déjà, on passe, grâce à ceci, déjà, on esquive les fichiers trop lourds. Ensuite, je vais sélectionner ici, donc, fichier personnalisé, je vais mettre tous les fichiers. Donc maintenant, j'ai accès au fichier texte. Je vais sélectionner fichier texte. Donc lui, il a un poids de 0 octet pour le coup, donc il est en dessous de cette valeur-là. Je fais ouvrir. Je me tape l'alerte également. Je vais retirer ma regex pour voir si bien sûr mon includes fonctionne correctement. Hop, ici. Je passe à l'étape suivante. Donc là, on se base sur le type mime ici. File.type. Sélectionne tous les fichiers, fichier texte, ouvrir, pas de souci. On se base sur le type mime. C'est nickel. Je remets ma regex. Je vais cette fois-ci enlever hop, par type mime. Donc je me base que sur ma regex. Je viens là. Je sélectionne toujours fichier texte. Hop, je suis bloqué. Donc là, on fait une double vérif. Donc par regex avec l'extension du fichier et par type mime. Donc là, au moins, t'es serein. Vu que tu peux très bien cacher un exe dans une image, tu peux très bien renommer ton fichier. Je pourrais l'appeler comme ça. Fichier texte.php.jpg. Donc là, je pourrais avoir un fichier, grosso modo. Donc là, c'est un fichier texte, hein, mais je pourrais avoir un fichier qui s'appellerait comme ça, fichier texte.php.jpg. Tu pourras avoir fichier texte.exe.jpg et ainsi de suite. Donc si tu ne te bases pas sur l'extension de fin, eh bien du coup tu vas peut-être te baser sur .php et du coup exécuter du code qu'il ne faudrait pas ou exécuter un fichier qu'il ne faudrait pas et compagnie.
Donc voilà pour la petite info. Donc voilà, on est nickel. Donc on ne passe pas. Par contre, si je sélectionne un fichier qui passe, bah ici il ne se passe rien. J'ai pas l'alerte. Hein. J'ai pas l'alerte, mais là tu vois qu'il ne s'est rien passé. Mais mon fichier est bien pris en compte. Il est présent dans mon input type file, là, dans ma file list. Donc attends, si je fais ça, file, ben voilà, Node.js, je l'ai là. Enfin bref, là il est pris en compte. Par contre, on ne l'affiche pas. Donc maintenant, c'est ce qu'on va faire avec la fonction displayFile ici. Je suis à combien de temps d'enregistrement? Quand même 1h20, donc on va un peu s'activer. J'ai encore un module à faire après ça. Et donc, ici, je vais créer une variable FileReader qui va contenir une nouvelle instance de FileReader. Ici, je vais faire FileReader. Donc là, pour le FileReader, c'est pareil, tout comme le Speech Synthesis. J'ai fait une vidéo, je sais pas, ça doit être ma 3e ou 4e vidéo, je sais plus, mais j'ai fait une vidéo spéciale FileReader, donc je vais pas trop m'expliquer là-dessus. Hein. Il suffit que tu ailles la voir, ou que tu ailles voir la doc, sinon c'est encore mieux. Hein. Donc, read as data URL, hop, FileReader, je rajoute un event listener sur l'event load, je fais un destructuring de la current target, hop, et ici je vais venir créer différents éléments. Donc je vais créer un élément figure, je m'active parce que je vois que je blablate beaucoup. Donc figureElement.id égale image uploaded. Je vais créer un élément image, const image uploaded element égale document.createElement image. La source de cette image, ça va être le résultat donc de notre FileReader ici. Une fois qu'il a fait son taf. Donc contenu dans la propriété result. Ensuite ici en fait c'est l'image qui a été uploadée. Moi ce que je veux faire c'est que je veux la compresser cette image. Je voudrais qu'elle soit moins lourde, l'envoyer à mon serveur qu'elle soit moins lourde. Donc on va se faire un petit module pour cela. Donc ici il va falloir écouter, donc mettre un event listener sur l'élément image, donc load également. Une fois que la source est bien chargée, on fait ça. Hop. Et donc ici, je vais faire une variable image compressed element égale compress image. Je lui passe mon élément image qui a été créé donc, avec la source, enfin bref, qui contient l'image uploadée par l'utilisateur. Je lui passe le file et je lui passe le file upload input. Donc voilà les trois arguments qu'il va prendre. Et on va créer directement donc ce module. Hop, je vais m'ouvrir le lien. Mince, je vais me garder quand même l'autre ouvert. J'en étais où? Mince. Display image. Tac. Voilà. Et donc, on va se créer donc ce module. Et d'abord, on va devoir l'importer ici. Hop, import compress image from et du coup compressimage.js. Tac. Ici, je vais récupérer tout ceci et on va aller dans notre fichier compressimage.js ici, contenu dans le dossier fonction. Je viens copier ça. Et là, j'oublie pas de mettre export
default function. Ok, donc on va pouvoir travailler. Donc je vais mettre une largeur d'image par défaut que je souhaite, donc image width. Donc ça, tu pourrais très bien le rendre dynamique et le passer ici en argument, en paramètre. Mais et après le passer en argument lors de l'appel de la fonction. Mais là je lui mets une valeur fixe. Donc après à toi d'améliorer la chose si tu veux. Donc là, le ratio je vais le calculer avec la width. Donc ici le 300 divisé par la width de l'image qui a été uploadée. Donc width. La taille, la hauteur, je veux dire, de l'image que je veux, ça va être image uploaded element.8, donc la hauteur de mon image uploadée, fois le ratio. Comme ça, j'aurai une image qui ne sera pas déformée. Ensuite, je vais créer un élément canvas. Canvas element.width égale image width. Canvas element.8 égale image 8. Donc les deux variables ici et ici. Hein. On va créer un contexte. Canvas element.get context 2D. Hop. Et contexte, on va faire appel à sa méthode drawImage. On va lui passer l'image. On va lui passer 0, 0 pour dx et dy. Et on va lui passer la width que l'on veut et la hauteur que l'on veut. Hop là. Maintenant, contexte, on va faire appel propriété canvas et à la méthode toBlob. Ici, on a le blob. Hop. On va tout d'abord récupérer le file name. Donc là, on va procéder en plusieurs étapes. Donc const file name égale file.name.split. Donc on va split avec le point, ok. Console.log filename. Hop, hop. Donc là, on veut un log de filename quand on charge une image. Tac, 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 tac. Ouais, non, je vais pas. Je vais faire une copie. Image.php.jpg. Voilà. Et donc, on va sélectionner cette image. Ah mince, je suis où là? Tac, tac. On va sélectionner cette image. Et donc, quand on split le... D'ailleurs, attends, oh là là, attends. On va virer le JPG là, tac. Ça va nous embrouiller. Donc c'est une image PNG qui s'appelle image.php, ok? Donc je reviens ici. Je la sélectionne, paf. Donc on a donc le file ici. Le name c'est image.php.png. On split avec le point. Donc du coup on obtient 3 entrées dans notre tableau. Image, PHP et PNG, ok? Hop. Maintenant, on va vouloir faire un slice 0, -1. On va venir de nouveau ici. On sélectionne notre image.php et on obtient ici image PHP. Maintenant, on va faire un join. On va faire un join pour relier. Donc on veut pas
on voulait pas de l'extension ici, parce que nous, le nom, ce qui nous intéresse, le nom du fichier, c'est ceci. Hop. Donc, ici, je vais faire join point. Donc, je reviens. Tac, 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 tac. Donc, du coup, j'obtiens le nom du fichier, c'est bien image.php. Donc ça, c'est le nom du fichier, attention. C'est pas avec l'extension. Hein. Donc, j'aurais pu mettre... Ouais, enfin, une name tout court, ça suffit. Et du coup, il me reste plus qu'à rajouter l'extension à la fin. Donc attention, important. Hein. Ici, je viens concaténer .jpg. Parce que je veux l'extension. Donc attends, au pire... je vais me décomposer ça. Const file extension égale .jpg. Ok. Ici, ça va être file name without extension. On va supprimer ça. Tac. Donc, file name without extension. On vient là. On recommence. Tac, tac. Sélectionner une photo. Ici. Et on obtient le file name sans l'extension. C'est pour ça que je renomme ainsi. Ça sera plus clair. Et du coup, on va faire const new file name. New file name. Ça va être. Ici, je vais ouvrir les backticks. Non, mais je vais faire une simple concaténation. Donc, ça va être file name without extension plus file name. Non, file extension. Excuse-moi, pas file name. Et ici, je vais faire console.log new file name. Tac. Et du coup... Tac. 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 On obtient image. Mais pourquoi j'ai fait ça en fait? Ah oui, 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 mais autant pour moi. C'est que je voulais remplacer l'extension en fait. L'extension qu'à la fin, je voulais l'extraire, quelle que soit l'extension. Et du coup la remplacer par JPG. Mais quand j'y pense, je suis parti dans un truc alors que j'aurais pu faire un simple replace à la fin. Bon, je vais pas me prendre la tête, je vais rester là-dessus, c'est fonctionnel. Mais j'aurais pu faire en sorte de remplacer, vu que je sais que c'est soit JPEG, soit JPG, soit PNG. Mais j'aurais pu remplacer si c'était JPEG ou JPG ou PNG. Bref, c'est pas grave, au moins là je me prends pas la tête. Donc voilà. Donc ça fonctionne bien sûr si je sélectionne Node.js là. J'aurai Node.js.jpg dans tous les cas. Il n'y aura pas de souci. Donc il n'y a pas de point dedans, il n'y a aucun souci. Donc voilà, parce que on soustrait uniquement le dernier, donc via le slice ici, 0-1, on soustrait uniquement la dernière entrée. Bon, excuse-moi, je suis un peu fatigué là, ça commence à faire 1h30. Donc on va essayer de terminer rapidement. Donc, à présent, donc là, je vais commenter ça. Et je vais me créer un nouveau fichier, enfin une nouvelle instance de file, donc via une nouvelle variable newFile. Donc, une nouvelle instance de file. Ça prend ici notre blob, qu'on récupère là. Et le file name. File name. Ensuite, ici, ça va prendre un objet. Hop, qui va avoir deux propriétés ici. Type, donc image JPEG, le type mime. Et last modified, parce que, en fait, tu as une propriété last modified at de base, mais elle est dépréciée. Donc du coup, nous, on va rajouter plutôt la propriété last modified
et on va lui mettre un date now. Donc il va nous donner du coup le timestamp. Pas de point virgule ici, mais ici, attention. Donc on aura le timestamp de dernière modification et le type image JPG. Ensuite, ici, je vais créer un objet, donc je vais créer une nouvelle variable data transfer et je vais instancier un nouvel objet de la classe data transfer. Hop. Data transfer.items.add, je vais lui rajouter du coup new file dans sa liste d'items. Ensuite, file upload input.files, je vais lui donner la valeur de datatransfer.files. Donc là, en fait, ce que je suis en train de faire là, c'est que ça te permet de remplacer la valeur d'un input file dynamiquement en JavaScript. Ce que tu ne peux pas faire en mettant directement en fait un fichier de base toi-même dans l'input type file. Tu peux pas te mettre de value de base pour une raison de sécurité. Mais là, grâce à l'objet data transfer, il y a un petit trick avec ça qui te permet du coup de procéder ainsi. Donc c'est-à-dire là, je vais me mettre un fichier dans l'input, mais un fichier par contre qui est le fichier de base qui aura été modifié ici. Mais voilà, à savoir que du coup ça te permet de modifier cela. Donc ici je viens mettre, donc après ici lors de ma fonction ici, je lui passe par la suite le type de mon blob. Donc ça va être un image JPEG. Et il demande la qualité. Je vais lui mettre une qualité de 0,90. Donc après tu peux mettre plus. Tu peux mettre 0,95. Voilà, tu testes en gros ce qui est la meilleure qualité possible et par rapport à la compression que tu veux. Moi je vais mettre 0,90 ici. Et du coup, const image compressed element égale document.createElement image compressed element.source, ça va être contexte canvas.toDataURL, donc il va me faire une URL en base 64 et du coup image JPEG le type et la qualité, bon on va mettre pareil 0,9. Tac. Ensuite, là, petit bonus, on va se faire un téléchargement direct de l'image compressée. Donc là, bien sûr, dans le formulaire, c'est un truc que tu mets pas, ça. C'est pas le but. Mais là, je te montre, grosso modo, si toi, après, tu veux te faire une petite appli de... Je pense que j'en ferai une vidéo, peut-être. Une petite appli de compression d'image. Eh bien, et que tu veux avoir le lien direct, le téléchargement direct, mais on va se faire ça. Donc, const download image link. Je vais créer un nouvel élément A. Hop. Je vais lui dire que son href, ben, c'est équivalent à ceci là. Je vais récupérer ça. Tac. Je vais lui mettre un attribut download. Donc du coup qui va me permettre de télécharger le fichier. Et je vais l'appeler le fichier. Donc ça c'est le nom du fichier. Compressed image.jpg. Et ensuite, download image link. On va dispatcher un event. Dispatch event. On va créer un new event. Donc un new event de Moose Event quoi. Un nouvel événement de souris. Et cet événement de souris, ça va être un simple clic. Donc après, tu peux mettre double clic et compagnie. Contexte menu, enfin tout ce qui est lié au Moose Event. Tac, ceci. Et ici, j'oublie pas de return mon image compressed element que j'ai créé. Tac. Donc là, le module est OK. Il est fini. Donc, on revient ici.
Donc on a ici, comme on la return, c'est la en réponse ici de cette fonction, on a notre élément, donc ici je viens le stocker directement dans cette variable. Ok. Et donc je vais continuer, il n'y en a plus pour très longtemps, pour une trentaine de lignes. Donc ici, j'ai mon image, là j'ai mon élément figure, donc il me manque mon élément fig caption, donc const fig caption element égale document.create element fig caption. Fig caption element.textContent égale fichier sélectionné file.name. On lui affiche comme contenu textuel le nom du fichier. Const delete button element égale document.create element button. Donc là, on vient créer le bouton qui va nous permettre de supprimer l'image. Donc delete button element.id égale delete, je l'ai appelé image delete button. Donc attention que ça corresponde bien, que les identifiants correspondent bien à ce qu'on a mis dans le CSS. Ensuite, delete button element.inner HTML. Ici, on va lui mettre donc un emoji. Bon, il est pas très beau. Après, voilà, si tu... Et en plus, les emojis comme ça, là, avec les Unicode, le problème, c'est que chaque navigateur, en fait, va te le représenter d'une façon propre... Enfin, va te le représenter d'une façon différente. Donc après, si tu veux un truc uniforme, bah, tu iras voir du côté de Fontawesome ou toute autre librairie d'icônes, Material et compagnie, là. Si tu veux un truc qui soit identique sur tous tes sites. Moi, c'est juste histoire, là, de faire le tuto. Et donc, delete button element.title égale supprimer cette image. Donc, quand tu vas mettre un hover, donc quand tu vas passer au-dessus de ton bouton, il s'affichera supprimer cette image si jamais l'emoji ne suffit pas. Et donc, puis ça doit servir peut-être pour l'accessibilité, j'imagine. Donc, delete button element, add event listener, on se rajoute un event, une écoute sur un event de type click. On vient ici déstructurer, prendre la current target et bloc de code. Hop. Donc ici, on va se mettre une fenêtre modale, donc confirme, qui va nous demander si l'on est sûr. Hop. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette image? Donc tout comme la fenêtre alerte tout à l'heure, là c'est vraiment histoire d'empêcher une suppression malencontreuse par erreur, mais c'est pas très joli après l'élément confirme, comme l'élément alerte n'est pas très joli. Après il y a des librairies donc comme Sweet Alert et compagnie que tu peux utiliser vraiment si tu veux en faire un truc bien propre pour que ça soit plus joli. Là c'est histoire de ne pas perdre trop de temps vu que je fais déjà beaucoup de blabla. Sinon ça durerait 3 heures mes tutos. Déjà que là on en est à 1h43. Bref, on sera en dessous de 2 heures. Donc si tu es sûr de vouloir supprimer cette image, on va remettre le file input value à rien. Donc on va supprimer ce qu'il y a dedans. On va créer un élément, un figure element. Ça va être current target. Qu'est-ce que je dis? On va pas créer, excuse-moi. On va récupérer le figure element, autant pour moi. Donc ça va être la current target, donc le bouton. Et on va récupérer son parent element. Hop. Donc là on est OK. Donc attends, je me relis. Je vais sauter les lignes. Donc oui, mon figure element, ça va être donc le parent de mon bouton de suppression. Donc là, on est bon. Et donc figure element, je vais lui dire, bah, je ne veux plus de toi, je te supprime. OK?
Et ensuite, ici, ce que je vais faire, c'est que, souviens-toi, ici on a default avatar qui n'est pas encore utilisé, il est grisé. Et bien, c'est le moment de l'utiliser. Donc du coup, on va faire document.body.querySelector. On va récupérer la section qui a l'identifiant profile picture. Et nous, ce qu'on veut, c'est son field set. Donc field set ici. On va lui dire insère-moi dedans insert adjacent HTML, insère-moi dedans du code HTML. À quelle position? Before begin, s'il te plaît. Et qu'est-ce que tu veux insérer comme code HTML? On veut insérer le code HTML suivant, donc default avatar ici. Et là, on est bon. Donc du coup, quand on va supprimer, on va remettre à 0 l'input, on va supprimer la figure et on va réinjecter un élément figure grâce au code qu'on a récupéré ici, avec outer HTML, donc qui correspond au code HTML pour notre avatar par défaut. Donc en fait, on supprime l'image qui a été upload et on remet l'image par défaut de la sorte. Ensuite, il nous reste 2 conditions et 2 lignes, donc c'est nickel. On vient ici, première condition, si mon document contient ceci, donc query selector figure id égale default avatar, tac, si tu contiens ça, bah, s'il te plaît, tu me le supprimes. Donc ici, je le reprends, remove, tac, et tac. Parce que là, ça va te renvoyer soit l'élément, soit nul. Donc du coup, si c'est nul, on rentrera pas dans la condition. Si on a l'élément, ben, on le supprime. Ensuite, je reprends ceci, je le copie là. Et du coup, dans une autre condition, pas dans la même, attention. Parce que là, c'est vraiment pour éviter les doublons. Donc si je mets pas ces conditions, j'aurai des doublons. Et après, si je mets les conditions dans la même, ça va me créer des soucis. Donc c'est vraiment 2 conditions à part. Et du coup, je vais vérifier ici, si j'ai une figure qui a l'ID image uploaded, eh ben, je vais supprimer cette figure. Nickel. Donc maintenant, il me reste plus qu'à, pour mon figure element, à lui filer ses enfants. Donc ces enfants, il a quoi? Il a l'image qu'on a compressée, image compressed element. Il a le fig caption qui est donc la légende de l'image. Et enfin, on a le delete button element qui nous permet de supprimer donc cet élément figure. Hop là. Et donc l'image et le fig caption qui sont compris dedans. Et le bouton lui-même, bien sûr. Et donc, dernière ligne de code, et on devrait être nickel chrome. Document body, query selector, section, id égale profile picture. Ici, limite, tu pourrais stocker ça, ce document query selector, dans une variable parce qu'on le réutilise. Ouais, non, c'est très bien ainsi. Parce que là, c'est field set après. Et donc, on va insérer un nœud avant un autre, donc dans cette section. Donc là, ça nous demande le nouveau nœud. Donc le nouveau nœud, c'est notre figure element. Et on veut l'insérer avant quel nœud? Eh bien, on veut l'insérer avant document body.query selector. Bon, attends, je vais recopier ça. Hop. Donc dans cette section. Et avant son enfant qui est présent en position 2. Donc children en position 2, donc children à l'index 1, vu que les tableaux commencent toujours à l'index 0, donc 1 c'est l'élément 2. Donc ça nous le mettra après notre H1, parce que dans chaque section, en premier élément, on a le H1. J'aurais pu le faire, j'aurais pu sélectionner ici plutôt, peut-être, H1. H1... Ouais, non, on va le laisser ainsi. En plus, c'est sympa, comme ça on voit children. Parce que non, c'est pas... Là, c'est insert before, c'est pas insert after. Donc si je mets H1, il voudrait le mettre avant. Donc on va laisser ainsi.
Et donc, ben voilà, nickel chrome. Là, théoriquement, si on teste, on devrait être bon avec ça. Je passe à l'étape suivante, donc tout ça on a vu, on va pas revenir dessus. Donc là, on est sur les photos. Je sélectionne une image, image JPG, tac. Off null. File name is not defined. Alors, je me suis trompé quelque part. En ligne 24 de compress image. Compress image. Ah oui, c'est new file name. New file name ici, attention. Je me suis trompé tout à l'heure, donc tu reviens dans compress image. Ici, ligne 24, c'est pas file name, mais new file name qui correspond à cette variable-là. Donc, on revient ici. Tac, sélectionner une image. Image. Donc là, j'ai plus cette erreur, mais par contre, cannot read insert before of null. D'accord, ok. Donc là, il me dit que le insert before sur... j'appelle insert before sur quelque chose qui n'existe pas, et regarde où est l'erreur. Je te laisse 3 secondes pour la trouver. 1, 2, 3, moi j'ai trouvé, c'est ici. J'ai oublié mon double cote ici. Et du coup, je reviens. Tac, 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 tac. Et ah, children of null. Putain, j'enchaîne les erreurs. Donc children of null, ok. On va voir. Eh ben regarde. Hey, allez, on recompte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Moi j'ai trouvé. Hop là. Si, je l'ai fait sur les deux. Mais ouais, mais là j'ai fait un copier-coller. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a eu l'erreur sur les deux. Donc on revient. J'espère que c'est bon cette fois-ci. Tac, tac. Tac, tac, tac. Bim. On a notre image. Donc là, c'était un PNG, donc avec transparence. Et vu que je l'ai transformé en JPEG, ben, du coup, ça m'a mis la transparence en noir. C'est normal. Donc ça, après, il faudra avoir ça dans un tuto dédié. Comment on procède en gardant, donc du coup, la transparence, donc en transformant bien en PNG. Et donc ici, je viens cliquer sur supprimer cette image. J'ai bien ma confirme. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette image? Ok. Et là, donc, il m'a bien supprimé, mais il me met default avatar is not defined. Donc en fait, il ne doit pas avoir accès. Ah ben oui, mais voilà pourquoi je l'avais mis en dehors en fait. D'une part, du fait que si l'utilisateur fait plusieurs changes, donc à chaque fois que ça me fasse pas ce query selector. Et sinon, bien ici, je suis obligé du coup de le passer là. Donc, je vais faire default avatar ici. Et là, default avatar ici. Donc je reviens. Donc là, je le passe en argument de ma fonction. Je reviens là, tac. Je sélectionne, image JPG. Donc on arrive là, ok. Je supprime. Et boum, j'ai de nouveau mon avatar. Je peux recommencer avec une autre image. Je supprime. Boum, j'ai mon avatar. Donc voilà. Je viens là, étape suivante. Je fais ça. C'est pas bon parce que... Pourquoi? D'ailleurs, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tac, je fais ça. Là, je peux bien sélectionner mes champs. Je passe là. Je passe là. Et là, il est toujours disable. Donc, il y a quelque part où j'ai fait une bêtise. Donc, c'est au niveau de Check Inputs and Enable Fields. Je viens ici. Ça, j'en ai pas besoin. On s'en fiche. Et pourtant, là... On va venir là, hein. Donc je mets un console log ici, coucou. Si je clique sur le bouton submit go to validation button. Ah, mais attends. Voilà. C'est comme ça qu'il s'appelle au moins. Voilà, regarde. Regarde un peu. L'ID c'est go to validation section.
pas go to validations button. Donc ici section. J'ai confondu parce que après ici c'est validation button. Section. Et là validation button. Mais là c'est validation section. Voilà pourquoi le disable n'était pas retiré. Donc là je peux retirer mon console log, hein, pas besoin. Je reviens. C'est bien, comme ça on fait du debug, c'est comme ça que ça rentre. Et donc, je passe à l'étape suivante. Donc là, ils sont actifs. Hein. Je passe à l'étape suivante. Donc là, il n'y a pas de required. Donc je peux passer direct à l'étape suivante si je veux pas mettre de photo. Et là, boum, c'est nickel. Et donc là, je valide. Donc, bien sûr, je dois valider, je dois cocher. Je valide. Et là, vu que je suis en live server, je me tape une erreur 405, c'est normal. Parce que le live server, tu peux pas faire de requête post ici. Donc, ce que je vais faire, dernière petite chose. Ah, mais attends, en plus, j'ai pas... Oh là! Autant pour moi. Bon, on va être au-dessus des 2 heures, à moins que je le fasse rapidement. Tac, tac. Donc, on pointe, le form pointe sur un fichier app.php. Je viens là, php, app.php. Donc, ouais, j'avais déjà mis la chose. Donc, je vais juste... rajouter du code. Hop, c'est pas le but du tuto ici, de voir du PHP. Je vais décommenter ce code-là. Hop. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais un destructuring, en fait, de la super global files, qui va contenir, du coup, un fichier avec une entrée, donc avec le name profile picture, ici. Et dedans, je vais déstructurer pour avoir une variable file name, une variable file type, une variable file size qui correspondent aux propriétés donc name, type et size, ok? Donc du coup, hop, on se fait ça. Donc attends, faut que je me lance. Ah, je m'étais dit en dessous de 2 heures, mais php-s localhost 3000. Je lance ça sur le port 3000. J'arrête le live server. Allez, Coco, qu'est-ce qu'il y a? Ok. Donc là, je viens là. Localhost 3000. Donc je suis ici. Je passe à l'étape suivante. Tac, tac. Je valide. Boum, j'arrive là. On voit non, rien. Type, rien. Taille 0. Normal, j'ai pas mis de fichier. Je passe à l'étape suivante, je passe à l'étape suivante, je sélectionne. Donc ici, mon fichier clown, non, je vais prendre Node.js. Node.js fait 51.6ko, ok? Je sélectionne, je passe à l'étape suivante, je valide. Et là, il ne fait plus que 11ko. Donc non, on avait 51ko, et là, il ne fait plus que 11ko. 11168 octets. Nickel chrome, donc on a un fichier transmis au serveur, qui est plus léger, c'est quand même plus sympa, quand on peut le faire. Et on l'a fait directement en JS, et non pas en PHP ici. Donc là, ok pour ça, donc je suis à 1,57, il reste 2 minutes, hop, je reviens là, on va se faire le finish, tac, tac, je me commande ça, et donc là, j'ai un header location, donc je vais faire une redirection vers ce lien là, et je coupe le script, je exit. Donc, je ferme ça, je reviens là, on se termine ça en beauté. Ici, tac, tac. Donc, je passe à l'étape suivante, je passe à l'étape suivante, je passe à l'étape suivante, je valide là. Et là, Jacouille nous dit c'est ok, nickel chrome. Voilà, donc fin du tuto. Hop là. Il aura duré 1h58 ici, enfin moins de 2 heures. Je pensais pas mettre autant de temps. Donc tuto en 2 parties, donc qui au final fait 3h15, un truc comme ça. Donc je te dis à la prochaine, hein, et merci d'avoir regardé.